Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce stream. Je suis Florent Guignard, je suis le cofondateur du journal Le Dranche et je suis en compagnie de Juliette, Hello. Juliette Richoux, journaliste pour Le Dranche. C'est spécialisé sur les questions Europe. On va parler dans ce débat de l'environnement et de la politique agricole commune. Le titre du débat, précisément, c'est faut-il déroger aux règles de la PAC en cas de crise et on l'a libellé, faut-il sacrifier l'environnement en cas de crise alimentaire. C'est un peu de ça dont on va parler. Voilà, donc à nouveau un sujet agriculture. Donc aujourd'hui encore, ce programme est cofinancé par l'Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent que l'auteur ou les auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position de l'Union européenne. Et ni l'Union européenne ni l'autorité en charge de l'octroi ne sauraient être tenus responsables de ce qui va être dit ici. Donc aujourd'hui, on n'est que Florent et moi, effectivement, nos intervenants n'étaient pas disponibles pour ce live, mais on va quand même revenir sur le débat écrit qu'on a fait. Et on va vous expliquer tout ça, on va vous expliquer de quoi il s'agit et rendre tout ça accessible. Exactement. On va vous passer normalement. Vous allez voir à l'écran ce superbe. On va tester. En théorie, vous allez avoir le débat avec une superbe illustration qui a été faite par Félicie. Bienvenue Félicie. Pour tous ceux qui nous écoutent en podcast, vous pouvez vous rendre gratuitement sur ledranche.fr pour avoir accès tout simplement à ce débat. C'est entièrement gratuit. La question de faut-il déroger aux exigences environnementales de la PAC en cas de crise alimentaire. Juliette, tu vas nous dire déjà un peu. On va parler de conditionnalité environnementale. Est-ce que tu peux nous décrire ce terme ? Alors effectivement, ça a l'air d'être un peu barbare comme terme, la conditionnalité environnementale. Mais en fait, on va vous expliquer, c'est assez simple. La conditionnalité environnementale, c'est simplement l'idée que pour toucher certains paiements donc de la politique agricole commune, donc pour le rappeler, la politique agricole commune, un de ses grands objectifs, c'est de proposer des paiements aux agriculteurs. Donc là, en l'occurrence, pour recevoir certains paiements, les agriculteurs devront respecter certaines règles. Donc en fait, c'est ça, c'est la conditionnalité des paiements qui donc se conditionne au respect de ces règles de respect à l'environnement. Donc après, il y en a plusieurs et il peut y avoir plusieurs thèmes dans ces règles. Donc par exemple, la santé publique, la santé animale, la santé végétale et le bien-être des animaux ou de l'environnement. Et donc, il faut prouver en fait que ces règles sont respectées pour recevoir les paiements. Donc c'est simplement ça, la conditionnalité. Ça fait partie en fait des objectifs de l'Union européenne, notamment dans la stratégie du pacte vert, pour verdir l'agriculture et pour avoir une agriculture qui soit plus respectueuse de l'environnement. Vous l'aurez compris, comme a dit Juliette, c'est la conditionnalité qui se conditionne au respect du respect des règles européennes. Non, voilà, la conditionnalité environnementale, donc c'est assez logique, hein, c'est un mécanisme, il y a eu pas mal de débats autour de la politique agricole commune, mais c'est un mécanisme quand même qui est assez vertueux, effectivement, tout simplement, qui fonctionne dans beaucoup de secteurs, hein, qui consiste tout simplement juste à vérifier que les règles sont respectées avant de verser une aide. Mais bonjour Délateur51, merci pour tes excellentes blagues. Vraiment, elles sont d'une qualité irréprochable. Donc effectivement, voilà, comme chaque débat sur le Dranche, vous avez un contexte qui est fait en 3 questions. Là, on vient de traiter la question qu'est-ce que la conditionnalité environnementale. Juliette nous en a parlé, mais on a mis aussi un peu le savez-vous d'où viennent vos aliments. Tu peux peut-être nous résumer un peu ça, pourquoi cette question-là, et puis... Déjà, peut-être préciser qu'effectivement, il y a certains paiements qui sont conditionnalités sur des règles environnementales, mais qu'il y a beaucoup de paiements différents dans la PAC et qu'il y en a certains qui ne sont pas conditionnels. Donc ça fait toujours du bien de le préciser, parce que la PAC, c'est une politique très lourde, c'est une des plus vieilles politiques de l'UE, donc c'est assez complexe. C'est une des politiques les plus importantes aussi, on rappelle que c'est le premier poste de dépenses budgétaires de l'Union européenne. Alors, et du coup, pour revenir effectivement sur la question de où viennent nos aliments, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir par exemple que la France est un des premiers producteurs agricoles de l'Union européenne avec 18% du total de la production. Donc en fait, l'agriculture, on ne se rend peut-être pas compte au quotidien quand on vit dans une grande ville, mais c'est vraiment un sujet économique extrêmement important dans l'Hexagone. Ensuite, les 2 pays qui produisent le plus, c'est l'Allemagne et l'Italie. Ah, Florent me dit que nous rencontrons des problèmes techniques. Je crois juste que c'est la caméra qui a frise, mais ça n'a pas une grande importance. Et donc je continue. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc il faut savoir que les pays européens produisent plusieurs centaines de milliers de tonnes de céréales et de racines, donc tout ce qui est carottes, patates, poireaux, etc., chaque année, et que la production de l'Union européenne lui permet d'être une exportatrice donc, à l'international.
et que les 5 principales destinations de la production alimentaire de l'Europe, c'est les États-Unis, la Chine, la Suisse, donc assez logiquement, le Japon et la Russie. Mais il faut aussi savoir que malgré ça, l'Union européenne est aussi importatrice de produits agroalimentaires, même si sa balance commerciale est excédentaire. Donc ça veut dire qu'elle exporte plus qu'elle n'importe. Et donc les produits importés, comme on peut s'en douter, c'est des produits qui ne sont pas en fait produits dans l'Union, donc par exemple des fruits tropicaux ou du café, ou encore des produits qui sont destinés à l'alimentation animale, donc par exemple le soja, ou encore des ingrédients qui servent à la transformation comme l'huile de palme. Et en 2018, c'était les États-Unis qui étaient le premier fournisseur de produits agroalimentaires de l'Union européenne. Donc pourquoi... C'est parfaitement clair. C'est parfaitement clair. Et donc du coup, on parle de... Je fais la transition. On parle effectivement de sécurité alimentaire. C'est la troisième question du contexte. Et effectivement, pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant? En ce moment notamment. Alors, effectivement, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Donc, la guerre en Ukraine nous a fait poser la question de la dépendance. C'est triste quand on travaille dans un média, mais bref. La guerre en Ukraine nous a fait nous poser la dépendance qu'on a notamment à l'exportation de céréales, parce qu'il y a eu des ports en fait en Ukraine qui ont été bloqués, qui ont bloqué l'exportation de céréales, et même le territoire agricole de l'Ukraine est aujourd'hui menacé. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui soit ont dû fuir, soit ne peuvent plus exploiter leurs champs. Et donc, on s'est rendu compte qu'on était très dépendant d'importations, donc notamment de blé, mais aussi d'huile ou de soja. Et suite à ça, l'Union européenne a accepté plusieurs dérogations aux règles environnementales de la PAC, donc qu'on a déjà évoquées. Donc, par exemple, sur la rotation des cultures pour l'année 2023, ou encore la mise en culture des jachères. Un peu difficile à prononcer. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir produire plus, en fait, sur l'année qui vient, et pouvoir compenser cette perte qui vient de l'Ukraine. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié parce que c'est vrai en France, on n'a pas de problème de sécurité alimentaire. Il n'y a pas, globalement, à part des choses plus anecdotiques, on a tous parlé de la moutarde, mais effectivement, on n'est pas habitué à avoir des pénuries alimentaires, hein, très clairement, ou vraiment de manière très anecdotique. Mais c'est une question qui se pose quand même, qui s'est posée notamment dans d'autres pays. On rappelle, tu vois, par exemple, au Moyen-Orient, au Maghreb, en Égypte. J'entendais que l'Égypte, effectivement, reposait à 90% en termes de blé, qui est quand même une base de l'alimentation en Égypte. L'Égypte reposait à 90% sur les importations de blé, notamment russe et ukrainien. Donc effectivement, des vraies questions. Et aujourd'hui, dans un contexte où l'agriculture est quand même mondialisée, où les échanges sont très largement mondialisés, la question de la sécurité alimentaire, effectivement, elle se pose. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué dans le contexte, mais l'Union européenne, elle est exportatrice, notamment effectivement dans des pays d'Afrique et d'Afrique du Nord. Et aujourd'hui, c'est des pays, enfin pas qu'en Afrique du Nord, mais globalement, on voit qu'en Afrique, aujourd'hui, on a d'énormes problèmes sur la sécurité alimentaire. Et c'est aussi ça, du coup, qui est en jeu. Alors, on a deux bonnes questions d'Internet, des lecteurs qui demandent c'est quoi une jachère et c'est quoi la rotation des cultures? Alors, la rotation des cultures, c'est l'idée de ne pas avoir toujours les mêmes cultures sur le même champ, en fait, pour ne pas, on va dire, assécher la biodiversité du champ. Pour pas appauvrir les sols, effectivement, voilà, c'est ça le bon terme. Il y a plusieurs types de cultures qui effectivement qui pompent pas des ressources dans la même couche du sol. Il y a même des cultures qui vont venir réenrichir le sol. C'est par exemple le cas des légumineuses qui viennent enrichir en azote les sols, par exemple. Et effectivement, donc du coup, la rotation des cultures, c'est pas faire tourner les carottes d'un demi-tour, non. Ça va consister effectivement à faire tourner les cultures pour pas solliciter la même couche du sol. Donc vous allez faire, alors pour le coup, je connais très peu, mais je vais prendre des exemples qui font peut-être bondir les agriculteurs, mais ce serait par exemple de cultiver d'abord une céréale qui va prendre effectivement avec des racines dans le sol qui va pousser au-dessus, après de faire pousser par exemple des légumineuses qui vont le réenrichir en azote, après de faire pousser peut-être un légume racine type carotte, pomme de terre qui va venir encore puiser dans autre chose. Et effectivement, ça va permettre de faire tourner et pas d'appauvrir les sols. Et effectivement, dans cette rotation des cultures, il va y avoir des périodes de jachère. Avant, on parlait de jachère triennale, je crois que maintenant, c'est plus le cas. Mais effectivement, ça veut dire avant, une fois tous les 3 ans, on laissait le champ en jachère, c'est-à-dire qu'on laissait pousser de ce qu'on va appeler des mauvaises herbes. Et donc, du coup, ça va permettre ça au sol de se reposer, de ne pas être sollicité, et du coup, de s'enrichir à nouveau. Donc, et c'était typiquement cette question-là. Voilà, les jachères aujourd'hui représentent 1% de la surface agricole, donc on est très loin de la jachère triennale, c'est-à-dire un an tous les 3 ans. Mais voilà, effectivement, il y avait la question de
de déroger à cette règle en cas de crise alimentaire, mais plus largement de déroger à cette règle et à d'autres règles en cas de crise alimentaire. Voilà, en fait, la question vraiment, c'est est-ce que il faut ne plus miser sur les règles environnementales en cas de crise alimentaire et vraiment assurer notre production simplement, ou est-ce qu'on se dit que les règles environnementales sont plus importantes pour l'avenir et que du coup il faut les respecter au détriment peut-être de la production alimentaire qu'on peut avoir en Europe et ailleurs dans le monde. Et donc c'est cette question aujourd'hui qui nous intéresse. C'est ça, et c'est une question qui est doublement intéressante parce que c'est une question en fait qui se pose sur beaucoup de débats, et notamment en lien avec l'environnement. C'est un peu le débat du court terme face au long terme, et effectivement la question est intéressante parce que quelque part l'environnement en fait peut toujours être mis en second plan par rapport à d'autres urgences. C'est sûr qu'on va toujours se dire que c'est moins important que avoir des gens qui mangent à leur faim, et en fait c'est un peu la question, d'autres vont dire bon bah voilà, si on fait toujours passer au second plan, bah, en fait on s'en occupe jamais, et puis c'est aussi de... Voilà, bref, je commence à rentrer dans le débat, on va lire les tribunes après. J'en profite aussi pour dire que ce contexte est complété par un décryptage qui a été publié par nos partenaires de toute l'Europe. Pour ceux qui ne connaissent pas, toute l'Europe, c'est un site que vous pouvez trouver, touteleurope.eu, vous l'avez à l'écran. Et en fait, donc voilà, le même explique que c'est en partenariat avec le Dranche. Et chaque mois, il propose une infographie ou un décryptage sur un sujet européen en lien avec la politique agricole commune. Cette fois-ci, là, ça nous renvoie vers Erasmus+, qui est un programme, donc le programme Erasmus que vous connaissez pour beaucoup. Et d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas une erreur dans le lien. C'était pas le lien. Si, c'est ça. C'est ça, il y a une erreur dans le lien. Non, il n'y a pas d'erreur dans le lien. C'est qu'en fait, on se concentre sur Erasmus+, mais là, c'est pour les élèves et les professeurs, effectivement, dans le secteur agricole. Donc, les programmes spécifiques qui sont mis en place pour en fait, les lycées agricoles, parce que c'est une spécialité dont on n'entend pas beaucoup parler. Et voilà. Et qu'effectivement, beaucoup ne savent pas que Erasmus Plus maintenant s'étend aussi aux filières agricoles. Voilà, Antoine vous a mis le lien dans le chat sur toute l'Europe, et de manière générale, toute l'Europe, c'est un site qui est gratuit dans lequel vous pouvez trouver une information neutre et de qualité, enfin factuelle et de qualité sur l'Union européenne et son fonctionnement. Voilà, on vous invite. Très sympa. Voilà, on vous invite effectivement, c'est nos partenaires, ils sont très sympas, mais on vous invite effectivement à utiliser ce site puisqu'il est gratuit. Revenons à nos moutons. Faut-il abaisser nos exigences environnementales en cas de crise alimentaire? C'est tout l'enjeu du débat d'aujourd'hui. Tu peux peut-être nous présenter les contributeurs, puisqu'en plus là on a 3 contributeurs. Donc, absolument, donc on a eu une personne qui était donc pour le fait de déroger aux règles environnementales. Donc c'est un économiste, donc monsieur Thierry Pouche, qui est membre des chambres d'agriculture de France et qui est chercheur associé au laboratoire Regard à l'université de Reims. Donc voilà pour le contributeur pour. Et dans le contre, effectivement, on a eu 2 personnes. Donc Hélène Etienne, qui est responsable agriculture et alimentation à la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et on a également Marianne Lefebvre, qui est maîtresse de conférences en économie agricole, donc là également plus un profil économiste, à l'université d'Angers. Exactement. Et oui, il est un peu pushy, effectivement, Délateur 51. Je sais que tu dis ça parce que vous venez du même endroit. Le 51 t'a trahi. Thierry Pouche, donc économiste au Champ d'agriculture de France, chercheur associé au laboratoire Regard à l'université de Reims, nous dit qu'il ne saurait être question de renoncer à produire davantage dans un contexte international aussi certain. Je vous propose qu'on balaye un peu les tribunes, et c'est ça ce qui va nous permettre de rentrer dans le débat. Tu peux faire voilà, tout à fait. Pour, Lui nous dit, on va effectivement se partager parce que ce sont 2 femmes qui ont contribué pour le contre, et c'est un homme qui a contribué pour le pour. Je vais donc vous lire cet avis. Il nous dit que l'Union européenne est probablement la zone du monde à avoir fait depuis plusieurs années de l'environnement son cheval de bataille. C'est une phrase qui est même sujet à débat, mais en tout cas, voilà ce qu'il nous dit. Les réformes de la politique agricole commune sont emblématiques de cette ambition d'amener les agriculteurs à se ranger derrière la lutte contre le réchauffement climatique, en modifiant leurs pratiques culturales et d'élevage, et en admettant la conditionnalité des aides qu'ils reçoivent pour exercer leur métier. Le point culminant de cette stratégie se situe dans le pacte vert de l'UE qui a été défini en 2019, et en particulier dans son axe de la ferme à la fourchette, grand programme de l'Union européenne. Rien ne semblait pouvoir écarter l'Union européenne de cette trajectoire. Mais 2 forces de rappel successives ont pourtant altéré l'ambition de l'Union européenne malgré sa persistance à maintenir sa stratégie. Tout d'abord, la pandémie, qui a conduit à mettre au jour le degré de dépendance de certains pays en matière d'approvisionnement alimentaire.
Les confinements, l'arrêt au moins partiel du fret maritime mondial ont fragilisé certaines sociétés très dépendantes des importations pour se nourrir. Alors ça, effectivement, on va deux précisions qui s'imposent. On s'en souvient, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, mais effectivement, la crise du Covid a mis un peu l'économie mondiale à l'arrêt, et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte de beaucoup de choses dont on dépendait de l'étranger, et notamment, effectivement, dans la partie alimentaire, on parle aussi de la partie médicaments, les semi-conducteurs, tout ce genre de choses, mais effectivement, ça a remis en cause beaucoup de choses que certains ne s'attendaient pas à voir remettre en cause de sitôt. Et question, effectivement, c'est quoi le pacte vert ? Alors, le pacte vert, c'est une des grandes politiques actuelles de l'Union européenne, donc c'est le European Green Deal en anglais, qui est peut-être plus connu sous ce nom-là. Globalement, donc c'est toute la politique environnementale de l'UE, dont l'objectif principal, c'est la fin des émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Et globalement, toutes les actions de l'UE menées pour l'environnement, donc on l'a par exemple vu là lors de la COP27, vont dans ce sens, donc dans le sens de la fin des émissions pour 2050. Voilà. C'est ça. Et donc, effectivement, merci beaucoup, Délateur, pour ton Prime. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, alors des émissions nettes, notamment. Oui, est-ce que tu peux préciser des émissions nettes ? Parce que c'est une petite... je vais préciser. Effectivement, quand on entend la fin des émissions nettes, on entend surtout fin des émissions. On se dit, c'est super, on va plus émettre de carbone, etc. On parle bien de la fin des émissions nettes. Ça veut dire, en fait, du total des émissions, mais déduites des éventuelles compensations du stockage de carbone. Alors ça, c'est un point qui est très intéressant parce que, qui est aussi, lui aussi, sujet à débat, parce que certains disent qu'on a une manière de comptabiliser justement les compensations qui est un peu trop forte, et qu'en fait, il faudrait simplement juste diminuer les émissions brutes. Il faut savoir effectivement que l'agriculture est un secteur qui est très fortement émetteur de gaz à effet de serre. Pas forcément... Et une fois n'est pas coutume par la consommation des énergies fossiles, certes l'agriculture en consomme, mais surtout par rapport notamment aux engrais qui sont utilisés, aux engrais et aux produits azotés qui en fait sont de fortement émetteurs de gaz à effet de serre qui viennent des sols. Et ça, c'est quelque chose qui est assez différent d'habitude. C'est-à-dire que normalement, c'est la consommation d'énergie fossile ultra majoritairement qui rejette des gaz à effet de serre. Là, c'est pas le cas. Donc, il y a effectivement des pratiques à changer pour faire baisser ces émissions. Mais il faut savoir aussi qu'en fait, l'agriculture, certains types d'agriculture, pas tous, mais peuvent contribuer à stocker du carbone. C'est le cas notamment, typiquement, quand on fait des légumineuses. En fait, les plantes vont fixer du carbone. Et en fait, si vous cramez les plantes, ça sert à rien, le carbone se réémet, c'est un cycle court. Par contre, si effectivement, vous faites des choses comme... vous allez avoir des racines qui vont rester dans le sol, vous allez faucher puis laisser sur place pour que ça fasse de l'humus qui va lui-même s'intégrer, etc. Vous pouvez faire du stockage carbone. Donc ça, c'est des mécanismes qui sont avérés, qui sont mesurables. Vous remettez du carbone dans les sols. Et donc voilà, c'est pour ça que l'Union européenne parle bien d'émissions nettes, c'est-à-dire des émissions déduites de l'éventuel stockage de carbone. Et sachant qu'effectivement, alors c'est très hypothétique, aujourd'hui on a une agriculture qui émet énormément de carbone, c'est un des principaux postes d'émissions de carbone dans les bilans carbone de l'Union européenne, mais potentiellement et sous certaines conditions, l'agriculture pourrait contribuer à stocker du carbone, c'est-à-dire être un puits de carbone, c'est-à-dire même potentiellement stocker plus de carbone que ce qu'elle n'émet. On en est un peu loin, mais... Alors, on n'y est pas du tout, mais typiquement, voilà, une jachère, si vous faites une jachère, en fait, ça va contribuer à stocker un peu de carbone. On rappelle 1% des sols. Mais voilà, et typiquement, les légumineuses, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui disent il faudrait cultiver plus de légumineuses. Déjà parce que c'est quelque chose qui est très bon pour la santé et qui peut notamment compenser de la viande, qui elle-même, on le rappelle, est très fortement émettrice de carbone, mais également parce que, tout simplement, la production de légumineuses contribue à réazoter les sols. Et c'est ça, notamment, ça évite d'utiliser des engrais, donc ça évite aussi d'émettre des nouveaux gaz à effet de serre, et ça stocke du carbone dans le sol. Voilà. Tout le débat, effectivement, sur les émissions nettes, notamment. Revenons à la tribune. On en était. Donc voilà, deux forces de rappel successives ont pourtant altéré l'ambition de l'Union européenne. Un, on le rappelle, les confinements. L'arrêt au moins partiel du fret maritime mondial. La France n'a pas été épargnée par cette prise de conscience, en particulier au sujet de sa dépendance en protéines végétales. Voilà, on en parlait des protéines végétales, indispensables pour nourrir le bétail, tel qu'on le produit aujourd'hui, et pour produire de la viande ou du lait. Protéines végétales, c'est ultra majoritairement en France le soja. Soja qui est produit, si je me souviens bien, majoritairement dans l'Amérique du Sud. J'aurais tendance à confirmer cette information. Tu auras tendance à confirmer cette information. On vérifiera, effectivement, voilà. La guerre en Ukraine a porté cette prise de conscience à son acmé
la Russie étant l'un des principaux producteurs et exportateurs d'engrais. Voilà, on en revient aux engrais azotés, de pétrole et de gaz, ainsi que d'huile et de tourteaux de tournesol. En a découlé des propositions pour identifier les leviers d'un recentrage productif permettant de desserrer la contrainte d'approvisionnement extérieur en engrais et en énergie. De plus, certaines nations étant très dépendantes de l'Ukraine et de la Russie pour accéder à la nourriture, blé, maïs, huile de tournesol, comme l'Égypte, voilà, on en parlait tout à l'heure, la Turquie, le Liban, la Somalie. La question qui a surgi est de savoir quels seraient les pays qui seraient en mesure de produire davantage pour suppléer à l'offre manquante de l'Ukraine. Alors, et du coup, pour revenir sur la production mondiale de soja par pays, c'est les États-Unis qui arrivent en tête, suivi effectivement du Brésil, de l'Argentine, puis de la Chine, de l'Inde, du Paraguay, du Canada et de l'Ukraine. C'est ça. Mais si on cumule Brésil et Argentine, effectivement, ça arrive devant les États-Unis d'Amérique. Et donc, c'est encore plus si on rajoute le Paraguay et la Bolivie. Très bien. Cette information était donc avérée. C'est bien l'Amérique du Sud qui devient notre soja. Donc voilà, effectivement, et parce que c'est vrai que quand on raisonne agriculture, et je sais pas où, mais c'est un défaut que j'ai et qu'ont pas mal de nos compatriotes, quand on raisonne agriculture, on raisonne très souvent à une maille franco-française, voire parfois européenne, mais au moins franco-française. Et on est le premier producteur de l'Union. Et effectivement, on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut produire, qu'est-ce qu'on va manger, est-ce qu'on est en autosuffisance, etc. La question effectivement que soulève la tribune et qui est très intéressante, c'est de savoir sur des pays comme l'Égypte, on rappelle, 90% du blé provient d'Ukraine et de Russie. Turquie, Liban, Somalie, voilà, Liban, c'est un pays, pour ceux qui sont allés, auquel il y a assez peu de surface agricole, c'est des pays qui sont très dépendants de l'extérieur pour s'alimenter. Et bien, effectivement, on se rend compte qu'effectivement, la question agricole, et notamment des céréales, mais pas que, en fait, elle n'est pas que franco-française, elle n'est même pas que européenne. Il y a beaucoup d'autres pays qui dépendent du commerce mondial, tout simplement, pour pouvoir s'alimenter. Absolument. Et donc l'Union européenne ne saurait se déprendre de son rôle dans la contribution aux équilibres vitaux de la planète. C'est pourquoi, dès le début de la guerre, des voix dissonantes se sont fait entendre pour sensibiliser la Commission européenne à ces menaces alimentaires. La suggestion résidait à mettre temporairement en suspens les actions menées pour l'environnement et à accepter de laisser les agriculteurs produire davantage de volume pour répondre à une demande mondiale et pour écarter le risque d'une aggravation de l'insécurité alimentaire dans plusieurs régions, et celui d'une détérioration des équilibres géopolitiques. Si l'année 2022 s'est achevée sans rupture radicale des équilibres alimentaires mondiaux, effectivement, il faut se dire qu'il n'y a pas eu de très grande pénurie, ou en tout cas de famine, de famine autrement que celles qui sont déjà présentes. C'est ce que veut dire ce monsieur. Oui, non. Si l'année 2022 donc, s'est achevée sans rupture radicale des équilibres mondiaux, il pourrait ne pas en être de même en 2023. C'est là qu'en fait, il n'y a pas eu de rupture radicale d'une certaine manière. Cependant, on voit que, je crois que c'était Oxfam qui avait sorti une étude là-dessus qui montrait, si je dis pas de bêtises, qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de personnes qui souffrent de la faim maintenant qu'il y a un an ou deux. Et donc là, c'était notamment le Covid qui avait aussi impacté, mais la guerre en Ukraine a aussi eu un impact en fait. Donc peut-être pas de rupture, néanmoins, on voit qu'en fait, il y a toujours énormément des millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Et il y a un deuxième paramètre effectivement assez important à prendre en compte, c'est que l'agriculture, par définition, est quelque chose qui se déroule sur un temps un peu plus long que l'immédiateté. Donc quand le conflit est arrivé, il y avait beaucoup de champs qui étaient déjà ensemencés, la plupart ont quand même été moissonnés. J'entendais effectivement qu'avec la guerre qui notamment avait s'était étendue pas mal sur le territoire ukrainien, c'était plus d'un tiers des champs qui n'avaient pas pu être ensemencés. Donc ça veut dire déjà au moins un tiers, c'est-à-dire sans même le reste... les aléas climatiques, la suite du conflit, etc., c'est au moins un tiers des champs ukrainiens, un tiers de la production ukrainienne qui sera inexistante en 2023. Et donc effectivement, la question s'était beaucoup posée, notamment sur le commerce mondial, sur les bateaux chargés de grains, puisque la plupart des greniers étaient pleins. Là, il va y avoir un deuxième problème, c'est que les greniers en fait ne sont pas pleins et vont l'être encore moins pour l'année à venir. Et donc effectivement, ce qui rappelle, il pourrait ne pas en être de même en 2023. Et encore une fois, à périmètre constant, on rappelle qu'il y a aussi d'autres paramètres, notamment les aléas climatiques, mais aussi potentiellement d'autres conflits. Voilà, l'avenir est plein d'imprévus, que nous réserve l'avenir. Quelle jolie surprise nous réserve l'avenir, mais voilà, qui pourrait venir en ligne de compte. Il ne saurait par conséquent être question de renoncer à produire davantage dans un contexte international aussi incertain. Cette trajectoire n'est d'ailleurs pas en contradiction avec les préoccupations environnementales, dans la mesure où, dans l'Union européenne, les agriculteurs ont déjà modifié leurs pratiques culturales. La baisse de la consommation d'intrants, les intrants, on rappelle, c'est les engrais et les pesticides notamment, plutôt les engrais, je crois d'ailleurs, qu'on entend par intrants, étant enclenchée depuis plusieurs années.
Produire pour éviter le retour des émeutes de la faim, il parle de 2009 et des printemps arabes en 2011. Si l'UE entend se hisser au rang de puissance normative en matière d'environnement, elle ne saurait se déprendre de son rôle dans la contribution aux équilibres vitaux de la planète. La première puissance agricole de l'Union européenne, qu'est la France, a un rôle actif à assurer en ce domaine. Si je résume la tribune, pour ceux qui nous rejoindraient, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, ce qu'il nous dit, c'est qu'effectivement, il y a non seulement des menaces qui pèsent sur l'approvisionnement mondial de blé, mais que l'Union européenne, dont la France est un des principaux producteurs, a un rôle à jouer au niveau mondial pour tout simplement pas qu'il y ait de famine, et que du coup, le premier critère, lui ce qu'il dit pas, il faut vraiment sacrifier l'environnement, etc. Il dit, le premier critère, ça doit être la production. Et si certaines règles environnementales, enfin l'arrêt de certaines règles environnementales permet d'augmenter un peu la production, et ben on doit donner la priorité à la production. Il rappelle effectivement aussi second argument en disant, en plus, la plupart des agriculteurs ont déjà changé leurs pratiques, donc effectivement il n'y a pas grosse inquiétude à avoir. Sur les intrants, on rappelle aussi un autre paramètre qui n'est pas mentionné dans cette tribune, mais c'est que les intrants, notamment l'engrais azoté, alors on le voit, une bonne partie vient de Russie, mais c'est quelque chose effectivement qui est extrêmement énergivore à produire, et donc le prix de l'énergie ayant énormément augmenté, de toute façon le prix des engrais est extrêmement cher, ce qui pousse les agriculteurs assez naturellement à en utiliser moins. La plupart des agriculteurs ne roulant pas sur l'or, effectivement ils vont en utiliser un peu moins. Mais vous avez vu une partie du débat. Il y a une autre partie au débat. Donc absolument, en plus on a 2 contributrices, donc il va falloir choisir quelle tribune va être... On peut peut-être balayer les deux. On peut balayer les deux, ben voilà, donnons-moi plus de travail. C'est parti. C'est parti dans la joie et la bonne humeur. Tu vas lire la première et je vais lire la deuxième. Non, je plaisante, je peux absolument tout faire. Donc on va commencer par la tribune d'Éline Etienne, donc responsable agriculture et alimentation à la Fondation pour la nature et pour l'homme. Alors, Fondation pour la nature et pour l'homme qui s'appelait auparavant Fondation Nicolas Hulot. Ça a gardé, ouais, tout à fait ça. En fait, la fondation n'est pas encore très connue, elle s'appelait avant Fondation Nicolas Hulot. C'est les mêmes initiales, ils ont gardé les initiales exactement. Wow, ça c'est très très fort. Mais voilà, on le sait, vous l'avez sans doute entendu parler, il y a eu quelques petits scandales sur Nicolas Hulot, et qui du coup a jugé bon, la fondation, je crois il y a eu un commun accord entre Nicolas Hulot et la fondation, que c'était pas forcément très bon pour la fondation de garder le nom de Nicolas Hulot, donc voilà, ils ont changé le nom, sachant que Nicolas Hulot, en tant que personne, n'a plus de responsabilité auprès de cette fondation. Responsabilité opérationnelle. Voilà. Donc voilà, Fondation pour la nature et pour l'homme, anciennement Fondation Nicolas Hulot. Et ben, avec ces informations en tête, on peut y aller pour la tribune. Donc le titre, c'est Agriculture, la transition agroécologique comme garantie de la souveraineté alimentaire dans les pays du Nord comme du Sud. Donc la tribune commence en expliquant que suite à l'invasion de la Russie en Ukraine, les marchés se sont affolés et que le prix des céréales au niveau mondial a bondi, donc à cause notamment des cours boursiers, et que des voix se sont élevées pour affirmer qu'il était important de remettre en cause certaines politiques environnementales pour produire davantage. Donc tout d'abord, elle estime que l'insécurité alimentaire vient d'une forte hausse des prix des céréales. Donc l'objectif affiché, c'était d'éviter qu'une famine en fait, ne cause l'impossibilité pour l'Ukraine d'exporter ses céréales aux pays du Sud qu'elle approvisionnait jusqu'alors. Donc, on a rapidement mis en cause l'obligation de surface d'intérêt écologique, dont les jachères qu'on a déjà évoquées, et l'obligation d'avoir une rotation des cultures, effectivement, pour recevoir une partie des aides de la PAC, ainsi que de la stratégie de la FEM à la fourchette. Alors, peut-être petite précision là-dessus. Ce qu'on appelle surface d'intérêt écologique, parce que c'est un terme qui est un peu jargonneux, c'est en fait toute surface dont le but n'est pas directement de produire de la nourriture. Donc on appelle ça d'intérêt écologique. En gros, c'est les quelques surfaces qu'on laisse à la nature, alors dont les jachères, c'est-à-dire que vous laissez tout le champ effectivement non cultivé, mais il y a aussi tout un tas de petites surfaces assez diverses. Par exemple, vous pouvez avoir parfois des nids de rapaces dans les champs notamment de céréales, et dans ce cas-là, vous laissez une zone en fait autour du nid pour que les rapaces puissent se reproduire, couver, lancer leur portée, etc. Vous pouvez avoir des zones marécageuses, des petites mares, des trucs comme ça que vous avez l'interdiction du coup de combler. Vous pouvez avoir des haies, des petits bosquets, des choses comme ça effectivement. Donc toutes les surfaces en fait qui sont pas directement que vous laissez à la nature, on appelle ça des surfaces d'intérêt écologique. Donc pour continuer, l'auteur explique que ce raisonnement s'appuie sur l'hypothèse que l'insécurité alimentaire serait due à une insuffisante production de nourriture à l'échelle mondiale. Or, elle estime qu'en réalité, ce n'est pas le cas, que l'insécurité alimentaire vient d'une forte hausse des prix des céréales qui empêche les populations les plus pauvres de pouvoir en acheter.
Donc les hausses de prix sont d'abord liées à l'augmentation des prix de l'énergie qui ont suivi la guerre, dont l'agriculture, on l'a dit, est très dépendante, et qu'il y a également une spéculation sur les cours agricoles. Donc là, elle nous donne un chiffre. Elle dit qu'en avril 2022, il y avait 72% de spéculateurs sur le marché du blé de Paris, selon l'ONG Lighthouse Report. Alors pareil, une petite précision sur la stat, parce qu'effectivement, quand 72% de spéculateurs, ça veut dire en fait, c'est la part des échanges, notamment des volumes d'échanges financiers sur le marché, donc sur les marchés boursiers, effectivement. On regarde en fait lesquels ont un intérêt directement alimentaire, donc par exemple des acheteurs en gros, des grandes surfaces, des transporteurs, des choses comme ça, et laquelle proportion, effectivement, ont un intérêt purement financier, c'est-à-dire ne travaillent pas dans l'alimentaire, clairement. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que 72% des volumes financiers, en fait, ne sont dus à des gens dont le métier premier, c'est pas l'alimentation. Et ensuite, elle nous explique que la production, en réalité, n'a que très faiblement reculé. Donc, le chiffre qu'elle donne, c'est moins 3,1% d'après les prévisions de l'Organisation de l'alimentation de l'ONU, donc la FAO, donc au niveau mondial en 2022, et que le monde produit en moyenne 5 935 calories par jour et par personne, quand il en faudrait entre 1800 et 2500. Donc en fait, on se rend compte qu'on a un différentiel qui est lié à une mauvaise allocation des ressources, donc notamment avec des terres utilisées pour l'élevage, pour les biocarburants, et qu'on a énormément également de gaspillage, mais aussi des inégalités d'accès aux ressources. D'où le fait qu'il y ait des populations en fait, qui soient démunies face à l'augmentation des prix des marchés. Alors c'est intéressant effectivement de parler en calories par jour et par personne. Le chiffre 1800 et 2500, c'est les fameux AJR, les apports journaliers recommandés globalement pour les hommes et pour les femmes. 1800 pour les femmes, 2500 pour les hommes, de mémoire. Et effectivement, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce qu'elle dit on produit en fait plus du double globalement de calories par personne et par jour que ce qu'il faudrait. Après, il faut savoir qu'il y a aussi c'est ce qu'elle dit d'ailleurs, hein, c'est que il y a beaucoup de calories végétales, notamment, qui sont consacrées à la production de calories animales. Effectivement, alors je ne me rappelle plus des ratios, et puis ça dépend de chaque espèce animale, mais si vous voulez produire une calorie de bœuf, et ben en fait, ce bœuf, il faut l'alimenter, c'est assez normal, mais du coup, ça va demander beaucoup plus de calories végétales pour produire une calorie animale. Alors, raisonner en calories, c'est un des aspects, parce qu'il n'y a pas que les calories, après il y a différentes choses que vous allez trouver dans l'alimentation, mais en tout cas c'est une manière de compter qui est assez intéressante. Et elle le rappelle effectivement, gaspillage alimentaire, alors ça à tout niveau, mais on rappelle que les premiers gaspilleurs alimentaires, c'est les individus, et aussi pour les biocarburants. Donc ce qu'elle dit, en gros, c'est pas tant une question de production qu'une question de répartition. Absolument. Et la deuxième idée qu'elle donne, c'est que les exigences environnementales permettent à long terme d'être plus résilients en cas de choc climatique. Donc elle explique que c'est une garantie pour notre souveraineté alimentaire, ces exigences environnementales, et qu'elles permettent plus d'autonomie en réduisant l'usage d'engrais de synthèse, d'alimentation animale et d'énergie fossile, bien pour lesquelles la France est actuellement fortement dépendante. Donc ça, c'est pas vraiment une surprise. Elle explique aussi... Non, c'est pas une surprise, on est d'accord. Elle explique aussi que ça permet de préserver les écosystèmes qui sont une condition sine qua non à la possibilité même de produire de la nourriture sur un sol. Donc c'est l'idée qu'en fait, il ne faut pas épuiser les sols simplement pour pouvoir continuer à produire dessus. Et elle explique que 2/3 de la production mondiale dépend des pollinisateurs, donc des insectes en fait qui viennent féconder les plantes, simplement. Or, ces pollinisateurs sont très sensibles aux pesticides. Et donc, les exigences environnementales sont nécessaires en fait pour les protéger. Et donc, elle ajoute que les exigences environnementales, en privilégiant la diversité des systèmes de production, permettent d'être plus résilients en cas de choc climatique, économique et géopolitique. Ensuite, elle explique que les marges de progrès de l'agriculture européenne en termes de niveau de production sont très faibles, donc on est déjà au max en fait, et que l'agriculture est déjà très intensive en Europe, que les jachères, on l'a déjà dit, ne représentent qu'1% de la surface agricole utile, et que les rendements ont tendance à baisser en raison du changement climatique. Donc il serait plus pertinent d'optimiser l'usage des ressources produites en redimensionnant la taille du cheptel et en soutenant l'agriculture vivrière et agroécologique dans les pays du Sud. Alors, on rappelle effectivement, c'est un point de vue qui est effectivement très intéressant. Déjà, vous avez les sources des études, puisqu'on rappelle qu'on demande toujours à nos contributeurs, quand ils citent des chiffres, en fait, tout simplement de préciser les sources. C'est la base, mais c'est important de le rappeler. Effectivement, l'agriculture vivrière, donc qui s'oppose à l'agriculture d'exportation, il y a eu une politique effectivement
mondiale qui était plutôt dédiée à des agricultures d'exportation. C'est-à-dire qu'il y a eu une théorie, plusieurs théories, mais la théorie dominante, effectivement, était plutôt de spécialiser des régions sur un type de production. Puisqu'effectivement, on se disait, par exemple, j'en sais rien, si le Congo, par exemple, va être plus approprié à la production du cacao et du café, par exemple, on va spécialiser cette région, donc on va les faire produire que ça, qui va être dédié à l'exportation, et puis d'autres pays qui sont plus adaptés au blé, par exemple, comme la Russie ou l'Ukraine, mais en fait, c'est derrière cet échange, effectivement, qui va permettre au monde entier de sortir de la famine et d'avoir une sécurité alimentaire. C'était aussi à une époque où cette théorie était dominante, où on accordait moins d'importance aux émissions de gaz à effet de serre, notamment dues aux échanges mondiaux. Et puis on le voit, c'est aussi une théorie alors, ça a très bien fonctionné en termes de sécurité alimentaire, le nombre de famines a quand même énormément diminué, mais ça a sa contrepartie, c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous êtes dépendant, en fait, comme dans votre assiette, vous mettez des choses qui viennent du monde entier, le jour où la machine mondiale se grippe, en fait, vous vous rendez compte que vous êtes très dépendant de plein d'autres gens. C'est ce que disait aussi le premier dans sa tribune sur le Covid. Donc voilà, donc effectivement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu les pays du Sud qui se sont développés, notamment beaucoup grâce à des subventions qui viennent des pays du Nord, et qu'on visait à spécialiser effectivement les produits du Sud dans leur production agricole. Et pas vraiment pour aller vers une production vivrière, c'est-à-dire effectivement tout simplement destinée d'abord à être consommée sur place. Que de questions. Donc ça, c'était la tribune d'Éline Etienne. Et comme quoi, on voit que l'agriculture, c'est une question qui est éminemment politique, en fait, qui dépend également vraiment des politiques en fait, qu'on met derrière et des orientations politiques, donc notamment en Europe, la politique agricole commune, qui vont décider en fait de vraiment la manière dont on va produire à l'échelle d'un continent. Effectivement, c'est vrai que s'il y a bien un truc à retenir, effectivement, c'est ce que tu disais, Juliette, c'est que l'agriculture est un sujet, comme beaucoup d'autres, éminemment politique, et que comme toujours, c'est une question de choix. Et presque idéologique aussi. Oui, complètement. Mais idéologique, c'est pas un gros mot. Je pense que tout sujet politique, en fait, demande une certaine idéologie. Et voilà. Il y en a plusieurs différentes. C'est aussi notre rôle de vous les exposer. Il se trouve qu'on a 2 tribunes contre. Alors, on va vous les lire ici. On essaye toujours, c'est pour ça qu'on a mis, si vous voyez, sur la tribune pour, à la recherche d'un autre contributeur, on essaye toujours d'équilibrer. Parfois, on le trouve pareil, il y a moins de gens qui défendent un point de vue, ou tout simplement qui se disent, en fait, je ne vais pas paraphraser mon collègue. Donc voilà, donc effectivement, on est toujours preneur, même une fois que le débat est publié, d'une autre tribune pour, on peut tout à fait l'intégrer assez facilement. Bonjour, Babouin-Fray. Plaisir de te voir ici. Marianne Lefebvre, donc elle est maîtresse de conférences en économie agricole à l'université d'Angers, donc on voit effectivement que ces enjeux-là sont sa spécialité. Elle nous dit la même chose que Éline Etienne, enfin, défend le même point de vue que Éline Etienne. Elle nous dit que les exigences environnementales sont indispensables face aux enjeux environnementaux et vertueuses pour la compétitivité à long terme. Alors, on va lire, puisque effectivement il y a différents points qui s'opposent un peu à la tribune de Thierry Pouche. Elle nous dit que déroger aux conditionnalités environnementales de la politique agricole commune, même dans le contexte actuel de baisse de la production en Europe en raison de la guerre, serait une erreur. Donc voilà, très cash. Ce serait une erreur. Nous sommes aujourd'hui face à des enjeux très importants liés au dérèglement climatique, notamment la perte de biodiversité. Il y a urgence à faire évoluer l'agriculture pour répondre à ces enjeux. Nous sommes en situation de crise alimentaire, certes, mais la crise environnementale que nous traversons également va engendrer d'autres problèmes. Donc on revient un peu sur le débat du court terme face au long terme. Si on retarde les actions dans ce domaine, il sera très rapidement trop tard. La conditionnalité environnementale ne doit donc pas être gérée de façon conjoncturelle, car elle n'entraînera des impacts positifs sur l'environnement qu'à moyen terme. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, et notamment on le voit sur la biodiversité, c'est quelque chose que vous pouvez perdre assez rapidement, mais regagner très lentement, voire pas regagner du tout. Mais donc effectivement, ce qu'elle dit, c'est que si en fait, on retarde trop ces actions, ce sera trop tard, et qu'en fait, on n'aura plus trop le choix, puisqu'en fait, on aura perdu des espèces, une biodiversité présente et riche, etc. C'est quelque chose qui se recrée assez difficilement. De plus, les exigences environnementales ne provoquent pas nécessairement des pertes de rendement. Alors ça c'est un débat aussi. Alors c'est un débat, on l'a eu plusieurs fois en live sur Twitch. C'est un débat qui fait vraiment, vraiment rage sur quelle exigence environnementale provoque ou pas quelle perte de rendement sur quel type de culture. Vraiment, on va pas rentrer dans le détail, mais il y a beaucoup ce débat sur le bio notamment. C'est ça, c'est vraiment un débat qui fait rage et qui il n'y a pas de vérité générale. C'est-à-dire que selon le type de culture, etc., c'est des choses qui peuvent être assez différentes. J'ai l'impression que Ceci dit, on voit qu'il y a quand même les contributeurs qui globalement s'accordent sur le point, notamment par exemple du gaspillage, où tout le monde est d'accord qu'en fait il y a un problème
pas tant là au niveau de la production, mais vraiment au niveau de la répartition. Ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression, Oui, qu'on retrouve chez tous nos contributeurs sur ces sujets. c'est ça. Au contraire, dans la conditionnalité environnementale, beaucoup d'éléments relèvent du bon sens agronomique et peuvent générer des surplus de production à court terme. Par exemple, les couverts. Donc les couverts contribuent à une bonne gestion du sol. Alors les couverts, c'est effectivement tout ce que aujourd'hui, on a vraiment une agriculture. Je ne sais pas si vous vous baladez dans la campagne, etc. On a beaucoup une agriculture qui a été basée par le passé récent sur des sols nus. Et effectivement, vous voyez en hiver, typiquement en ce moment, vous allez avoir des champs qui vont être vraiment que de la terre à perte de vue. Ce qu'on appelle un sol nu. Donc vous avez labouré, vous avez retourné justement pour éviter qu'il y ait un couvert végétal, que le sol soit recouvert par des végétaux, et vous avez planté sur un sol nu pour avoir une seule espèce végétale, celle que vous voulez faire pousser, celle que vous voulez produire. On en revient aujourd'hui beaucoup de cette technique, et c'est ce qu'elle dit, les couverts végétaux, sous-entendu, contribuent à une bonne gestion du sol. On se rend compte effectivement que de plus en plus il y a beaucoup d'espèces, ce qu'on a appelé en fait les mauvaises herbes. Je mets beaucoup de guillemets parce que en fait, les herbes sont pas spécialement mauvaises en soi, mais qui en fait ont un rôle assez important. À plusieurs égards. Alors encore une fois, il y en a sûrement beaucoup que je ne sais pas, mais dans ceux qui sont assez couramment cités, il y a la stabilité du sol, donc ça évite ce qu'on appelle le phénomène de lessivage. Quand vous avez des grandes pluies, le fait d'avoir des herbes tout simplement sur le sol, ça permet d'absorber plus l'eau, mais aussi de le solidifier avec les racines. Et donc ça va éviter en fait tout simplement que le sol soit lessivé, c'est-à-dire que tout ce que vous avez mis dans le sol, et notamment les engrais, en fait soit emporté par la pluie et quitte le sol. Ça va éviter aussi, notamment en été, on l'a vu beaucoup l'été dernier, les phénomènes de sécheresse. Tout simplement, quand vous avez de l'herbe sur un sol, et en fait, ça va faire de l'ombre et le sol va se dessécher beaucoup plus lentement. Les végétaux, effectivement, vont suer, vont transpirer, c'est l'évapotranspiration. Et donc, en fait, ils vont rendre une partie de l'eau qu'ils ont captée avant pendant les moments de sécheresse. Et ça, évidemment, c'est très intéressant pour le sol. Donc, on voit beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'effectivement, toute cette phase de mettre de l'herbicide assez largement dans les champs, notamment de céréales, dans les vignes, dans tout un tas de choses comme ça, et ben on en revient. Et c'est ce que nous dit, effectivement cette chercheuse, c'est de dire les couverts végétaux contribuent à une bonne gestion du sol. Alors bonne gestion, il y a à la fois sur la gestion de l'eau, à la fois sur la stabilité des sols et à la fois sur la biodiversité. C'est-à-dire que quand vous allez avoir des végétaux, des mauvaises herbes, en fait vous allez avoir aussi de la vie, des petits insectes, des vers de terre, des choses comme ça qui vont faire un sol qui est plus aéré, qui en plus potentiellement va demander moins de travail par ailleurs. Les vers de terre en fait font un travail naturel de labour des sols. Il y a une étude aussi qui a montré assez récemment qu'un sol qui était habité par des vers de terre, en fait les vers de terre vont faire des trous, les vers de terre vont faire des trous verticaux dans le sol, et ce qui va permettre tout simplement à l'eau de pluie en fait, de s'infiltrer dans les couches profondes du sol, là où effectivement un sol en absence de vers de terre, l'eau en fait va beaucoup plus stagner dans le haut du sol et puis tout simplement va s'évaporer, partir dans les rivières, etc., etc. Bref, voilà, petite parenthèse là-dessus. On peut également citer les infrastructures agroécologiques qui hébergent des auxiliaires de culture qui permettent de faire diminuer le nombre de ravageurs. Alors là, personnellement, je connais un peu moins ce qu'est le site ici, qui hébergent des auxiliaires de culture qui permettent de faire diminuer le nombre des ravageurs. Les ravageurs, donc c'est... En fait, c'est l'idée qu'il y a certains insectes qui vont s'attaquer à d'autres insectes qui sont jugés comme nuisibles. Donc c'est ça qu'on appelle en fait infrastructure agroécologique. C'est l'idée que, entre guillemets, la nature est bien faite et qu'on peut avoir en fait des animaux qui vont s'attaquer à d'autres animaux que nous, on juge nuisibles. Encore une fois, le mot nuisible est à mettre entre guillemets, hein. Mais c'est l'idée qu'on peut se laisser la nature elle-même faire la chose. L'exemple qui est très souvent cité, c'est dans le maraîchage, donc maraîchage, production de légumes. C'est l'exemple des coccinelles et des pucerons, hein, tout simplement, de dire, en fait, si vous avez des coccinelles qui vivent naturellement en fait à proximité et que vous n'avez pas défoncé avec des pesticides, en fait, ils vont pouvoir venir bouffer les pucerons qui eux-mêmes auraient bouffé votre culture. Voilà, chose comme ça. C'est exactement ça. De fait, on peut aussi faire des lâchers de larves de coccinelles qui derrière vont bouffer les pucerons, etc. Ouais, c'est assez marrant d'ailleurs. J'ai vu un reportage sur quelqu'un qui faisait de la vente et de l'élevage de coccinelles, et donc du coup il amène avec une boîte où il y a 10 000 coccinelles et il balance le truc sur les champs. C'est assez marrant. On sous-estime d'autres facteurs qui expliquent notre faible compétitivité. Voilà, ce qu'elle dit en gros, la conclusion de ça, c'est qu'elle dit que les conditionnalités de la PAC ne se traduisent pas nécessairement par des pertes de rendement. Alors, encore une fois, il y a débat là-dessus, mais que il y a certaines conditionnalités environnementales de la politique agricole commune qui sont ne conduiront pas de perte de rendement, même au contraire. Par ailleurs, la solution n'est pas d'avoir moins de normes ou de conditionnalités environnementales en Europe, mais d'en avoir plus dans le reste du monde.
sujet intéressant, effectivement, qui encore une fois replace la production agricole européenne au regard du reste du monde. Et là, ce qu'elle dit, c'est afin que les produits européens ne soient pas concurrencés par des importations d'aliments produits dans des conditions moins vertueuses. On en arrive à la question de la taxe carbone aux frontières ou des clauses miroirs qui viseraient à imposer une conditionnalité sur les conditions de production d'autres pays. Alors, peut-être quelques petits détails là-dessus sur deux choses qui sont citées. La taxe carbone aux frontières, c'est ce qui, tout simplement, c'est... De quoi ? On y est, exactement. Alors, et puis pas surtout, etc. Mais en gros, le principe de taxe carbone aux frontières, c'est de dire, tout simplement, on impose aux agriculteurs ou tout simplement aux producteurs d'un bien d'un pays ou d'un continent de respecter un ensemble de règles, notamment de règles environnementales. Ces règles, elles ont un coût. Donc, si en fait, derrière, vous avez un produit produit à l'autre bout du monde et 3 fois moins cher parce qu'il n'a pas à respecter ça, en fait, c'est de la concurrence déloyale. D'où la question d'avoir une taxe. Alors là, on parle de taxe carbone, mais ça peut même être effectivement assez large, plus largement, parce que tout ne se mesure pas en termes d'environnement au carbone. Mais effectivement, de dire tout simplement si quelque chose, et d'ailleurs, c'est même un peu piégeux parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se mesurent pas en carbone, et ce qui coûte le plus cher, d'ailleurs, ne se mesure pas forcément en carbone. Mais effectivement, de dire simplement, si vous avez produit à l'autre bout du monde dans une négligence totale des règles environnementales, et en fait, c'est normal qu'il soit moins cher. Et donc, si on l'autorise sur le marché commun européen, en fait, ça va venir faire une concurrence déloyale aux agriculteurs à qui on impose ces règles-là. D'où aussi le côté des clauses miroirs. Clauses miroirs, c'est de dire, en fait, quand un pays, notamment... alors, il y a deux choses derrière la clause miroir, c'est de se dire que si nous, on impose quelque chose à nos agriculteurs, en fait, d'exiger des autres qu'ils l'imposent aussi pour avoir le droit de vendre les produits en Union européenne, ou ça peut être dans l'autre sens, c'est de dire, en fait, si jamais il y a un pays qui interdit l'importation de ceci, etc., que nous, en fait, on fasse la même clause chez nous, simplement pour protéger le marché ou les agriculteurs. Si certains produits agricoles européens sont peu compétitifs par rapport à des importations en provenance d'autres continents, ce n'est pas principalement en raison de la conditionnalité environnementale. On sous-estime d'autres facteurs qui expliquent notre faible compétitivité, comme notre climat, nos sols, mais aussi, tout simplement, le coût de la main-d'œuvre. De moins en moins de personnes veulent travailler dans le secteur agricole. On se concentre donc trop sur ces normes environnementales, ce qui cache d'autres problèmes autrement plus graves pour le secteur. Ce n'est donc pas en baissant les normes que soudainement les productions européennes deviendront plus compétitives. Ouais, ça c'est vrai que c'est un autre sujet très intéressant et on y revient un peu dans la prochaine édition, notamment sur les conditions de vie des agriculteurs. Mais on se rend compte en tout cas en France que c'est un secteur qui attire de moins en moins, qu'on a de moins en moins d'agriculteurs et qu'on a des conditions de travail qui sont assez... C'est surprenant, pourquoi y a-t-il de moins en moins d'agriculteurs ? Justement parce qu'on a des conditions de travail qui sont très difficiles, on a des salaires qui sont très difficiles aussi. Voilà, qui sont très difficiles, qui sont mis sous pression par les marchés, d'où les aides de la PAC aussi d'ailleurs, parce qu'en fait on se rend compte, vous le verrez, que sans les aides de la PAC, je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne pourraient pas vivre. Et on se rend compte aussi qu'en fait beaucoup d'agriculteurs, donc là ça dépend des types d'agriculture, mais ne vivent pas en fait dans leur production et qu'ils ont d'autres revenus à côté parce qu'ils ne pourraient simplement pas vivre dans leur production. Donc effectivement, on s'en rend peut-être pas compte encore une fois parce que c'est parfois des sujets qui sont très loin de nous. Mais le monde agricole est un peu en crise, je pense, on peut le dire comme ça. On peut le dire, et depuis un certain temps, voilà, effectivement. Et depuis un certain temps. Tu mets le doigt aussi sur quelque chose d'autre qui est assez intéressant, c'est que tu dis, c'est quelque chose qui est assez loin de nous, c'est assez vrai dans notre cas personnel, mais c'est effectivement quelque chose qui est même assez vrai, et de plus en plus vrai au niveau de la société, c'est-à-dire qu'effectivement, je me rappelle plus les chiffres, mais je sais qu'il y a... Et pourtant, j'ai pas grandi dans une très grande ville, j'ai grandi plutôt dans un village de campagne. Mais dans les années 90, c'était encore 7 à 9% de la population française, enfin des salariés français qui étaient agricoles, qui travaillaient dans le secteur agricole. Aujourd'hui, c'est environ 1%. Donc on a quand même énormément divisé, et je me rappelle plus le chiffre au niveau des familles. Je crois qu'il y a encore une trentaine d'années, c'était un Français sur 3 qui avait au moins un agriculteur dans sa famille. Aujourd'hui, je crois que c'est moins de 5%. Et donc... et donc effectivement, pour dire qu'on a en tant que société, on s'est éloigné effectivement de l'agriculture, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ne connaissent pas, et c'est mon cas par exemple, qui ne connaissent pas directement d'agriculteurs ou de fermiers ou d'éleveurs, etc. Et du coup, ça fait que globalement, on connaît moins, comme c'est le cas de plus en plus de monde, on connaît moins tout simplement leurs conditions de vie, etc. Alors qu'il y a encore 2 générations, en fait, quasiment tout le monde avait ses parents, ses grands-parents, un oncle, etc., qui étaient agriculteurs. Alors, il faudrait vérifier, mais je crois que ce que j'avais vu quand j'avais fait mes recherches pour le prochain sujet, c'est qu'on a perdu en 50 ans, je crois, près de 40% de la population agricole sur la population qui est à plein temps sur l'agriculture, donc hors saisonnier. Donc c'est quand même assez conséquent. C'est ça, et qu'effectivement, c'est des gens qui ne roulent pas sur l'or. Pour la plupart, oui.
Oui, bon, forcément, si c'est ceux qui sont dans le champagne, je dis pas ça parce que Voilà, en fait, Antoine dans le globalement, chat, mais à quelques pour, rares exceptions près, c'est effectivement des gens qui roulent pas sur l'or. pour la faire courte, en gros, par exemple, les viticulteurs gagnent en moyenne plus que d'autres secteurs agricoles, et le secteur qui gagne le moins, c'est le secteur dans le lait et la viande, mais c'est quelque chose dont on reparlera dans un mois. Voilà. Exactement, voilà. Abonnez-vous, bien sûr, pour avoir les prochaines informations. Quand les agriculteurs disent que la perte de rendement est évidente quand on met en place des contraintes vertueuses pour l'environnement, c'est parce qu'ils pensent à la phase de transition. Pourtant, une fois la phase d'adaptation des systèmes de production passée, les systèmes de production gagnent en résilience et peuvent donc être tout aussi productifs. Il est certain qu'on peut avoir des meilleurs revenus sur une exploitation après avoir effectué cette transition. Certains diront que le réel enjeu, c'est de continuer à produire autant en quantité. L'autre débat est de savoir si ce qui compte, ce sont les quantités produites ou bien les apports nutritifs générés. Même si les rendements sont réduits, si les apports nutritifs augmentent, alors en termes d'alimentation, on est gagnant. Les incitations à la transition agroécologique de l'agriculture dans la PAC peuvent permettre de réduire les impacts environnementaux tout en augmentant les apports nutritifs de la production agricole commune. Alors là, ce qu'elle fait effectivement, elle fait rapport à... Enfin, voilà, elle parle de plusieurs choses. Sur l'agriculture, je ne connais pas très bien, j'avoue, les apports nutritifs selon les modes de production. Effectivement, je pense que plus un légume a passé de temps, et notamment plus il a vu le soleil, instinctivement, je dirais qu'il a un apport nutritif un peu supérieur, mais je n'ai pas eu de chiffre là-dessus, je ne me resterai pas. Une chose intéressante, bon là j'ai pas l'étude sous les yeux, mais c'est qu'on se rend compte qu'en fait au fur et à mesure des décennies, les aliments qu'on produit perdent leurs apports nutritifs justement à cause des modes d'agriculture qu'on emploie. Oui, et d'appauvrissement des sols, etc. Donc effectivement, il y a pas mal de questions derrière ça. Donc en se disant, si on fait l'inverse, on va regagner en apport du long terme se pose effectivement. Et puis après, il y a aussi la question, je pense, je ne veux pas me parler à sa place, mais il y a aussi la question il y a aussi la question de la culture, notamment de l'élevage derrière, c'est-à-dire qu'effectivement, alors on sait que pour produire une calorie de viande, et ben en fait, il va falloir énormément de surface et de calories végétales. Et donc, beaucoup disent que tout simplement en remplaçant, en choisissant un peu plus ce qu'on produit et du coup ce qu'on consomme, et en remplaçant notamment l'alimentation carnée et une partie de l'élevage par d'autres choses, notamment les légumineuses, par exemple, c'est ce qui est le plus souvent cité, mais voilà, tout un tas de choses comme ça, en fait, on aurait une alimentation plus diversifiée, plus riche, plus variée et donc plus riche en nutriments, sans avoir forcément besoin de tout simplement de produire plus comme d'habitude, quoi. C'est vrai qu'il y a il y a des recommandations qui sont faites par des organismes engagés sur la production de viande notamment, parce qu'effectivement il faut énormément d'énergie pour produire de la viande, et on se rend compte que dans les sociétés européennes, notamment occidentales, la consommation de viande est très élevée, peut-être même plus élevée que nos besoins, donc même sans arrêter de manger de la viande, on peut se demander... En moyenne, effectivement, elle est trop élevée, tu peux le dire, hein, en moyenne, elle est trop élevée par rapport aux besoins nutritifs qu'on a. Exactement, donc même sans parler d'arrêter de manger de la viande, on pourrait produire moins de viande tout en mangeant toujours aussi bien, voire mieux en fait, pour notre santé. Voilà, l'autre question, c'est aussi en fait sur les recommandations environnementales de la PAC. Il y en a aussi qui disent simplement que ces recommandations environnementales sont de toute manière trop faibles et que fondamentalement ça ne change pas grand chose, et que finalement si en plus on a des dérogations, on ne fait absolument aucun progrès. Et donc ça pose aussi la question à quel point l'agriculture va impacter finalement ces objectifs du pacte vert, donc de réduire, de cesser d'avoir des émissions nettes d'ici à 2050. Là, on se rend compte aussi qu'il y a un débat là-dessus aussi sur, en fait, est-ce qu'on a assez d'exigences environnementales sur la PAC, et est-ce qu'on va assez vite sur les changements qu'on peut avoir dans l'agriculture, qui est, on le rappelle, un des secteurs les plus polluants dans le monde. Exactement. On approche déjà de la fin de ce live. Vous voyez, c'est un débat qui est riche et passionnant. N'hésitez pas déjà à aller le lire sur le site du journal Le Dranche, ledranche.fr. Vous pouvez aussi le retrouver dans la précédente édition papier, l'édition du mois de janvier, qui est sortie, dans laquelle vous trouverez plein d'autres débats très intéressants aussi, mais vous verrez que celui-là notamment est particulièrement intéressant. C'est le meilleur. Juliette, est-ce que tu peux nous dire quel sera le débat du mois prochain ? Alors le débat du mois prochain sur l'agriculture, ce sera la rémunération des agriculteurs dans la PAC est-elle juste ? Donc là, on abordera plus spécifiquement la manière dont vraiment la PAC structure les aides aux agriculteurs, et vous verrez, c'est également un débat qui est vraiment passionnant, c'est un débat de société qui nous concerne tous, parce qu'on mange tous, voilà, simplement. Non, pas moi. Tu manges pas, toi ? J'ai arrêté. Et ça se passe bien ? Pas terrible. Donc voilà, ça c'est pour ce prochain sujet d'agriculture.
Il y avait cette théorie comme quoi on pouvait se nourrir de quoi, de D'amour et d'eau lumière. fraîche. Non, il n'y avait pas un truc comme ça, la luminothérapie, etc. Bah, quand t'as une plante verte, je pense que ça marche bien. Non, mais non, c'était incroyable, merci Délateur. Non, mais on pourra retrouver, parce qu'il y a eu des procès, parce qu'il y avait des chantres de ça qui disaient que tu pouvais réduire en gros l'alimentation jusqu'à l'arrêter complètement pour se nourrir uniquement des rayons du soleil. Alors c'est une poignée d'illuminés aux États-Unis, mais il y a eu des procès parce que de manière assez peu surprenante, ça a entraîné des problèmes de santé, voire la mort, hein, des personnes Ça alors. qui défendent les hommes. Je tombe des nues. Ouais, voilà, oui. Donc voilà, manger. Donc voilà, je rappelle que nous ne sommes pas des plantes vertes, hein, nous ne pouvons pas faire de photosynthèse, donc je vous invite à manger. Voilà. Exactement. S'il y a bien effectivement un domaine dans lequel la science a fait un consensus, c'est sûr. Non, mais voilà, blague à part, c'est ce qu'on essaye de montrer effectivement. On essaye de montrer deux choses à travers ces débats. Un, que tout simplement l'agriculture et l'alimentation est quelque chose d'éminemment politique, qui a des choix à faire, que c'est des choix importants, que c'est des choix de société. Et qui nous concerne tous, exactement. Et d'autres, effectivement, qu'en fait, il n'y a pas un sujet de débat, il y en a énormément, il y a beaucoup d'aspects différents, c'est quelque chose qui est extrêmement riche. Donc c'est pour ça que vous pouvez retrouver tout simplement la série entière de débats sur l'agriculture sur ledrange.fr, mais également en podcast ou en replay sur notre chaîne YouTube. Exactement. Je te laisse le mot de la fin, Juliette. Bah, le mot de la fin, c'est effectivement, pour compléter ce que tu dis, on rappelle que la politique agricole commune, c'est une des plus vieilles politiques de l'UE, qui date de 62 et qui, depuis le début, soutient les agriculteurs. Et donc, on va continuer à faire des débats sur ce sujet pour les mois qui viennent. Et donc, effectivement, on vous invite à suivre ce qu'on fait, à vous abonner. Et on se voit bientôt sur Twitch. On a une conférence de rédac jeudi, c'est ça ? On a une conférence de rédac jeudi, exactement. Voilà, donc on se retrouve sur Twitch à nouveau jeudi. Et merci d'avoir suivi ce live. Ouais, merci Délateur 51 pour qui c'était le plus beau live de ma vie. Écoute, c'est bien simple, tes blagues, et c'était les plus belles blagues que j'ai vues de ma vie. J'ai jamais autant ri. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne journée et à très vite.